Dus deze avond is er speciaal om Paul Altair te herinneren, die 5 jaar geleden overleden is. In maart 2013 ging hij van ons in. En daarom hebben wij ook besloten om dit rijke en heroïsche leven extra in de kijker te zetten door het boek van Paul Altair en meneer Merry Hermanus, die bij ons is, vanavond opnieuw uit te geven. Mais en plus de faire une réédition de ce livre, nous avons décidé de le traduire en néerlandais, ce qui correspond à une des volontés que Paul Altair avait pour cet ouvrage. Paul Altair est quelqu'un qui a survécu, mais qui n'a pas exprimé à travers ce livre tout ce qu'il aurait pu exprimer comme émotion. Il a voulu les garder pour lui. Mais il y a un moment où j'ai vécu avec lui une chose extraordinaire. Il faut dire que ça se passait comment? J'arrivais chez lui le matin, on travaillait, puis il y avait toujours un excellent repas, bien arrosé. Et un matin, un jour, on a sonné et est arrivé un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Vidal Sefia, qui était professeur de ladino à l'université à la Sorbonne. Et j'ai eu l'impression, en les voyant, que le temps s'est arrêté. Parce que ces deux anciens déportés se sont mis à parler comme si plus rien n'existait autour d'eux. Et ce qu'ils disaient, c'était ce qu'ils avaient vécu avec le langage, avec les mots de ce qu'ils avaient vécu. Et ça, c'était vraiment un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire aussi parce que j'ai perçu là qu'en réalité, ceux qui ont survécu ont dû faire des choses terribles pour survivre. Et que ça, peut-être, ils ne se l'ont pas pardonné. Et jusqu'à la fin de leur vie, c'est peut-être une des pires ignominies que les nazis leur ont obligé de supporter. Mais il y a des choses que Paul n'a jamais pardonnées, comme il ne s'est jamais pardonné à lui-même d'avoir obtenu d'un fonctionnaire d'Ixelles des vrais faux papiers pour ses parents, mais ce fonctionnaire était résistant, parce qu'il donnait des faux papiers, mais il était avant tout un fonctionnaire, et il tenait une liste des faux papiers qu'il donnait. Et donc quand il a été arrêté, ça a été très très facile pour les Allemands d'arrêter tous ceux qui avaient des papiers numérotés, des cartes d'identité numérotées avec les numéros, avec les faux numéros qu'ils avaient repérés. Paul n'a pas non plus pardonné aux communistes qui, dans le camp, eux, s'étaient organisés, mais il ne soutenait que ceux qui étaient communistes. Et donc ça, Paul n'a pas pardonné non plus. Et il y a eu une dualité incroyable entre la volonté de survie que Paul a exprimée tout le temps et la réalité à laquelle il était confronté. Et une chose différenciée d'après ce que Vidal Sefia disait et que j'entendais, qui différenciait Paul des autres, c'est que Paul s'était engagé très jeune dans le mouvement socialiste. Et il avait une conscience politique. Les autres, beaucoup d'autres déportés, n'avaient pas cette conscience politique et étaient donc beaucoup plus perdus que Paul, qui avait quand même une analyse. Et d'ailleurs, quand Paul a été libéré, il s'est libéré lui-même d'ailleurs, du camp d'Auschwitz, il a été rapatrié via Odessa par l'armée russe. Il est rentré en Belgique, évidemment, avec le prestige de sa vie de résistant, parce que avant d'être déporté, Paul a été un résistant exemplaire, vous lirez ça évidemment dans le livre. On lui a fait beaucoup d'offres au niveau politique pour qu'il devienne mandataire politique. Il les a toutes refusées parce qu'il se rappelait aussi, lui, jeune étudiant en droit, qu'au moment où les Allemands rentrent en Belgique le 14 juin 1940, dans les jours qui suivent, il essaie de prendre contact avec des hommes politiques prestigieux et il s'est rendu compte de leur extraordinaire lâcheté, du fait qu'ils ne se sont pas engagés comme lui directement dans ce combat. Et cette lâcheté-là, il ne l'oubliera pas. Et puis, Paul était aussi quelqu'un qui croyait en la mémoire des larmes. Et il a eu l'idée de créer cette fondation Auschwitz, qui est une création magnifique, qui fait un travail extraordinaire, qui a commencé, je l'explique dans la préface, à enregistrer des témoignages bien avant que Spielberg fasse la même chose, et organiser ces fameux voyages, puisque la photo qui est là, Henri me le rappelait, c'était un voyage d'Émile, hein, voilà. Et donc ce voyage a commencé il y a longtemps.
Et alors Paul a été attaqué dans la presse par des gens de la communauté juive qui estimaient que c'était scandaleux parce que certains de ces voyages avaient lieu pendant les fêtes de Pâques. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui le critiquaient organisent eux-mêmes des voyages à Auschwitz. La vie de Paul a été une réelle épopée qui pourrait servir de scénario à un film d'action. Sa vie fut celle d'un héros qui tire, pour parler bruxellois, on tire sur quelque chose, sur Robin des Bois et sur Cyrano de Bergerac. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il possédait en vrai baron une propriété près de cette ville de Bergerac. Il avait de Robin des Bois ce côté révolté contre l'injustice, luttant pour la protection des opprimés, n'hésitant pas à risquer sa vie pour défendre ses valeurs. Ses proches l'appelaient d'ailleurs Zorro, mais de Cyrano, il avait le panache. Paul était un homme d'action, et ce sont les actions qui l'amenaient qui le décrivent le mieux. Ayant appris que la Gestapo allait arrêter des petites filles juives cachées dans un couvent, il n'avait pas le temps d'attendre le feu vert de sa hiérarchie, parce que c'était quand même, les partisans armés étaient une structure hiérarchisée. Il a rassemblé quelques hommes pour les délivrer, et elles ont toutes survécu à la guerre. Donc si elles avaient été prises, aucune n'aurait survécu, puisqu'elles étaient gazées immédiatement. Je lui avais un jour demandé combien d'hommes il avait tués. Il a un peu réfléchi, il a dit, bon, une petite vingtaine. Et à la question, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait ressenti. Il m'a dit, pour le premier, ça a été très difficile. Après, c'était presque de la routine, car c'était des traîtres. Ils ne descendaient pas des soldats allemands ni des officiers allemands, ils descendaient des traîtres. À Auschwitz, refusant de dénoncer un détenu qui avait organisé un pain. À Auschwitz, on ne volait pas pour rester en vie, on organisait. Il a été condamné à subir une bastonnade publique de 25 coups de trique. Et ce n'était pas des roseaux. Comme il n'avait ni geint ni crié, on le gratifia de 25 coups de trique supplémentaires. Un dernier trait, il tenait une bijouterie Galerie de la Reine, ou Galerie du Roi, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Galerie du Roi, et à ce titre possédait un permis de port d'armes. Lors d'un contrôle fiscal, en montrant son arme au contrôleur, il lui a conseillé d'éviter la ligne de tir en cas d'agression. Donc il lui a dit, écoutez, il était devant la porte, donc et alors il a mis le contrôleur de côté, il dit à côté, si jamais je suis agressé, je dois tirer, donc attention. Je pense que ce fut le plus rapide contrôle fiscal de Belgique. Mettez-vous à la place du contrôleur, que ça a été rapide. Non, mais vous imaginez ce personnage comme ça qui imagine le train des 1000 jeunes Européens, faire venir de 10 à 15 pays 1000 jeunes à Bruxelles et les conduire. Enfin, le wagon, il n'a pas eu dans la cour. Les décorations qu'il avait reçues, il en aurait fait pâlir un général russe, mais il ne portait que le triangle de déporté à Auschwitz. Et alors, une tirade que n'aurait pas dédaigné Cyrano de Bergerac. À la fin de sa vie, il a déclaré qu'il voulait partir parce qu'il n'y avait plus de bons westerns à la télévision.